Je me souviens de ce jour dans les moindres détails. Une froide soirée de janvier 2025, un écran d'ordinateur portable vacillant et un court message d'un hacker anonyme apparaissant au-dessus de toutes les fenêtres. J'ai trouvé quelque chose dans les archives de données satellitaires. Cela change tout. En tant que chercheur, je cherchais depuis longtemps à confirmer les rumeurs de longue date sur l'existence d'une base secrète sous la glace de l'Antarctique, censée avoir été construite dans les années des 40, mais je n'aurais jamais pensé tomber sur des faits aussi effrayants. Les fichiers joints au message m'ont serré le cœur avec un incroyable mélange de curiosité et d'horreur. Les images thermiques montraient les contours d'immenses bâtiments à travers la glace, illuminés par des pointes rouges de chaleur anormale, comme si quelqu'un chauffait encore un colossal complexe souterrain dans le désert glacé. Je m'appelle Maxime et j'ai consacré de nombreuses années à la collecte d'informations sur les théories du complot les plus sombres. Parmi toutes les histoires que j'avais entendues, la légende de la base antarctique m'avait toujours semblé être le summum de la folie. À la fin des années 40, une nation puissante y avait secrètement installé d'immenses laboratoires où elle envoyait les découvertes les plus dangereuses et les plus secrètes, y compris celles d'origine extraterrestre. On raconte qu'après un mystérieux crash d'OVNI en 1947, certains débris et corps de créatures ont été embarqués sur des navires de transport et acheminés vers les latitudes polaires, afin que, le cas échéant, tout puisse être conservé à l'abri des regards indiscrets. Officiellement, toutes ces données ont été classées comme des rumeurs d'archives sur des soucoupes volantes, sur une opération mythique dont personne ne connaissait vraiment le nom. Aujourd'hui, un pirate informatique anonyme a fourni un indice, des images satellites confirmant que quelque chose vit sous les nombreux kilomètres de glace. Celui qui les verra ne dormira plus jamais tranquille. Le soir même, j'ai ouvert les fichiers et j'ai commencé à regarder les images. Sur la première série d'images, prises depuis l'espace, on voit une grande partie de l'Antarctique, d'apparence ordinaire, une plaine blanche de glace et de neige. Mais si vous activez le mode des anomalies de thermique, des taches étranges, s'enfonçant dans les profondeurs et formant même des rectangles, apparaissent. J'ai zoomé et, à l'intérieur des rectangles, j'ai pu voir des lignes qui ressemblaient à des couloirs ou à des tunnels. Le plus incroyable, c'est que la température y était beaucoup plus élevée qu'à la surface. Pourquoi un endroit aussi froid aurait-il un réseau massif de chambres chaudes? Les fichiers suivants contenaient des notes de texte. Le pirate prétendait avoir eu accès aux serveurs non sécurisés d'une organisation où se trouvaient les images, ainsi que de brèves bribes de rapports. Les rapports faisaient référence à un vieil objet, mis au rebut dans les années 1950, à la Collision 12 et à un objet de nature extraterrestre. J'ai eu des sueurs froides en voyant les dates mentionnées. 1947-1948, arrivée des artefacts, puis 1949, début des travaux de construction. Tout cela coïncidait parfaitement avec les légendes urbaines selon lesquelles, en 1947, après ce funeste crash d'OVNI, des débris et des corps d'êtres étranges avaient été secrètement transportés dans les régions les plus reculées de la Terre pour y mener des expériences à l'abri des regards indiscrets. Et si l'on en croit les archives, certaines de ces découvertes ont été placées en Antarctique. Je ne pouvais pas rester dans l'ignorance. Je devais tout découvrir. Mais avant de partir en voyage, j'ai décidé de contacter le hacker. Son pseudonyme sur le Darknet était quelque chose comme Shadow of the Tundra, l'ombre de la toundra. Il a accepté une correspondance courte, répondant avec de longs délais. Il disait avoir découvert non seulement les images, mais aussi les coordonnées de l'entrée supposée de la base. Cependant, il ne voulait pas s'y rendre lui-même. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu « J'ai déjà trop de problèmes. Laissez quelqu'un comme vous s'en occuper. »
j'ai eu l'impression qu'il avait peur, ou qu'il se rendait compte qu'il y avait derrière tout cela des forces avec lesquelles il valait mieux ne pas jouer. Avant de me décider, j'ai essayé de trouver d'autres informations. Selon les sources officielles, il n'y a pas de base de militaires permanente en Antarctique. Tout se limite à des stations scientifiques, et personne n'avait jamais parlé sérieusement d'installations secrètes et de technologie extraterrestre. Mais plus je butais contre le mur, plus j'avais envie de le franchir. Certes, cela sentait le suicide de partir au bout du monde, à la recherche d'un complexe sous-marin dont personne ne parle. Mais que faire de toutes ces preuves? Finalement, j'ai réuni un groupe de chercheurs tout aussi obsédés que moi. 3 volontaires prêts à prendre le risque. L'un d'eux était un géologue qui connaissait bien la structure des glaces de l'Antarctique. Un autre était un ancien militaire qui savait manier l'équipement, et un troisième était un expert en documents d'archives. Ils savaient tous que la mission était officieuse et dangereuse, mais ils étaient tous d'accord. Le mystère était trop grand pour faire marche arrière. Nous avons obtenu l'équipement. Nous nous sommes mis d'accord avec des explorateurs polaires qui ont accepté de nous conduire jusqu'à un point conditionnel pour une somme d'argent impressionnante. Ainsi, après quelques mois de préparation, nous nous envolions déjà vers le continent austral. Le temps était brutal, neige à perte de vue, vent pénétrant. Lorsque nous sommes arrivés à la base, les explorateurs polaires nous ont demandé où nous allions. J'ai dû mentir en disant qu'il s'agissait d'une sortie géologique scientifique. Ils se sont contentés de secouer la tête en disant « Cette zone est extrêmement dangereuse. Il y a de nombreuses fissures dans la glace. Les gens ne s'y aventurent pas. » Mais nous avons insisté, et bientôt nous nous sommes retrouvés seuls, face au silence blanc, après les avoir prévenus à l'avance. Revenez nous chercher dans 1 semaine. Le grondement de l'hélicoptère s'est arrêté. Nous nous sommes retrouvés sur un immense plateau de glace, où, d'après les coordonnées des fichiers pirates, il devait y avoir une entrée cachée. Le premier jour, nous n'avons fait que marcher, tracer des pistes, entraînant derrière nous des traîneaux remplis de matériel. Le thermomètre était glacial, le vent nous coupait le souffle. Mais nous avons avancé, en gardant le cap sur le point supposé, les montagnes majestueuses, où, à une certaine distance, il devrait y avoir un endroit pour descendre. Le soir, nous avons monté la tente, nous nous sommes entassés à l'intérieur et nous nous sommes réchauffés avec des réchauds. Mon ancien camarade militaire était blotti dans son sac de couchage, marmonnant « Je doute qu'il y ait quoi que ce soit, ici. S'il y a eu une base, elle y a été enterrée depuis longtemps. » Je fixais l'écran de la tablette avec les photos téléchargées. Je pouvais clairement voir des structures lisses juste sous la glace. L'anomalie ne pouvait pas être naturelle. Le 2e jour du voyage, nous sommes tombés sur un détail étrange. Le rocher présentait une plateforme sculptée, comme si elle avait été fabriquée par l'homme, avec des bords lisses qui apparaissaient sous une fine croûte de neige. J'ai commencé à agiter le pic à glace. Sous la neige, il y avait des restes de métal, probablement une grille d'aération. À bout de souffle, nous avons enlevé la couche de neige et révélé le contour rectangulaire d'une trappe partiellement enfoncée dans la glace. Il n'y avait pas d'écriture dessus, juste de la vieille peinture écaillée. Je pense que nous avons trouvé l'entrée. Une peur primitive s'est emparée de mon âme. Qu'est-ce qui pouvait bien nous attendre là-dessous? Avec précaution et risque, nous avons ouvert la trappe à l'aide d'un pied de biche et d'un thermocutter. La trappe s'est ouverte en grinçant, libérant un nuage sourd d'air vicié. Une odeur de renfermé, mélange d'huile de machine et de poussière, nous a frappé le nez. Nous préparons des torches et vérifions la solidité des marches. Étonnant, un escalier qui descend. Sous une couche de glace et de neige, le travail de quelqu'un. Ce n'est sûrement pas une station moderne, mais quelque chose de plus ancien. Nous commençons notre descente. Les marches sont en métal, très corrodées.
Leur grincement donne des frissons. Une quinzaine de mètres plus bas, nous nous retrouvons dans un couloir étroit. Ces murs semblaient être tapissés d'une sorte de tôle isolée, avec par endroits des fils déchirés qui pendaient. Du haut, l'atmosphère était celle d'un tombeau. Les faisceaux des torches scintillaient, révélant de petits détails, des tuyaux en mauvais état, des portes obstruées par une épaisse couche de glace ou bloquées. Nous avons compris que nous entrions dans un objet dont le monde n'avait jamais entendu parler. Ou alors, on nous l'avait raconté, mais sous forme de fantasme. Peu à peu, nous avons atteint un embranchement où nous pouvions voir un panneau défraîchi en russe, compartiment technique, compartiment de recherche, puis d'ascenseur. Mon esprit refusait de comprendre. Des inscriptions en russe, mais des rumeurs attribuaient cette base aux États-Unis ou à une autre force. Peut-être y avait-il des projets secrets communs dans l'après-guerre dont on ne parle pas dans les manuels scolaires? Mon archiviste a froncé les sourcils. Peut-être s'agit-il d'une inscription de trophée, ou bien ont-ils délibérément voulu nous induire en erreur? Notre groupe a décidé de se rendre à l'endroit où, d'après le schéma, le centre du complexe pourrait se trouver. Nous avons pataugé dans les décombres, les cloisons cassées. À un endroit, le sol s'est partiellement effondré, et l'abîme était visible en dessous. Il fallait trouver un moyen de le contourner. Plusieurs pièces étaient en désordre, des caisses éparpillées, des outils entassés, tout était poussiéreux et rouillé. Sur les murs, des bouts d'affiches, des inscriptions de sécurité datant des années 40. C'est surprenant, car nous sommes en 2025. Depuis combien d'années personne n'avait mis les pieds ici? Ou bien des personnes non invitées étaient-elles déjà venues ici? Un couloir était suspect. Les portes y étaient scellées par des plaques métalliques portant l'inscription en anglais « Secret, no entry allowed ». Il y avait donc plusieurs langues, le russe, l'anglais, et peut-être d'autres encore. Une invention multinationale pliante, nous ne nous rendions pas compte de la puissance de ces gens capables de s'enfoncer si profondément dans la glace de l'Antarctique. Bientôt, nous sommes entrés dans un grand hall. Sur les murs, il y avait des boîtes en bois, dont l'une portait à peine l'inscription suivante. Dangereux. Ne pas ouvrir sans autorisation spéciale. Je me suis approché et j'ai essayé de soulever le couvercle, qui avait pourri et s'était affaissé depuis longtemps. À l'intérieur, je pouvais voir des appareils qui ressemblaient à des appareils de communication. Des blocs rectangulaires noirs entourés de fils, avec des symboles inhabituels sur les côtés, que je n'avais jamais vus auparavant. Un ami géologue a suggéré qu'il pouvait s'agir d'éléments non terrestres, puisqu'il s'agissait d'un crash extraterrestre. Difficile à croire, mais pourquoi avoir créé un tel entrepôt sous-marin? Un autre couloir partait du hall et menait à un endroit plus profond. Nous avons décidé de nous y rendre, dans l'espoir de trouver le laboratoire central. Dans ce couloir, le sol s'était affaissé et il y avait des fissures partout. À la lumière de la lanterne, je pouvais voir de l'eau suinter des fissures, probablement de l'eau de fonte. Il faisait humide et froid. Soudain, j'ai entendu un grondement lointain dans le silence, comme le ronflement d'un générateur. Les autres se sont figés, eux aussi. Mais au bout d'un moment, le son s'est estompé. Peut-être n'était-ce que l'écho de nos pas, un jeu de l'imagination. Mais nous avons senti que l'objet n'était pas aussi mort qu'il en avait l'air. Au bout d'une 50aine de mètres, nous sommes arrivés devant une lourde porte portant l'inscription « Salle de stockage ». À côté se trouvait une console, couverte de poussière, mais toujours encastrée dans le mur. Le camarade a essayé d'appuyer sur le levier, mais il n'a pas bougé. J'ai dû ouvrir le panneau. À ma grande surprise, il y avait des ampoules à l'intérieur du panneau. Elles en étaient pas allumées, mais semblaient intactes. Peut-être y a-t-il une alimentation de secours? Nous avons réussi à alimenter notre batterie portable et une faible lumière rouge s'est allumée dans le couloir, éclairant le mur.
Cela signifiait qu'une partie du système pouvait encore fonctionner. De faibles lumières d'avertissement clignotent dans les profondeurs. Nous avons ouvert la serrure de la porte et sommes entrés dans la chambre de stockage. Ce qui apparut à l'intérieur nous déconcerta. Il s'agissait d'une grande salle avec des rangées de conteneurs sur le sol, dont certains étaient comme des tessons de métal gris qui ressemblaient à des fragments de la coque de quelque chose de technologique, avec des gravures incompréhensibles, comme s'il s'agissait de symboles d'un autre monde. Le long des murs se trouvaient des tables garnies de flacons, d'éprouvettes et de boîtes en verre, où l'on pouvait distinguer des fragments de tissus organiques d'une couleur étrange. Un collègue géologue frémit. Cela ne peut pas être terrestre. Et tout cela confirmait le pire. Il menait ici des expériences avec des matériaux extraterrestres, probablement prélevés lors du crash de l'OVNI. Nous avons déambulé lentement entre les tables, en essayant de ne pas respirer profondément à cause de l'odeur étouffante de renfermé. Dans une boîte, nous avons vu quelque chose qui ressemblait à une excroissance tordue, comme un nœud nerveux, à moitié séché. Sur la plaque jointe, on pouvait lire en anglais « Spécimen number 7, substance vivante, expérience de mutation ». Un sentiment de dégoût m'envahit. Ils essayaient donc de mélanger la biologie terrienne avec des tissus extraterrestres, ou au moins d'en étudier les propriétés. Ensuite, je suis tombé sur une demi-boule de métal à l'intérieur de laquelle scintillait un réseau complexe de, peut-être des fils, peut-être des fibres. Et sur cette boule, d'étranges symboles, comme des lignes entrelacées, étaient gravés. Notre archiviste a trouvé un dossier de vieux papier, des feuilles jaunies écrites à la main en 2 langues, anglais et russe. Date 1951. Dispositif de contrôle activé avec succès. Le reste était griffonné à l'encre. En dessous, poursuite des expériences. Les matériaux prélevés sur le site du crash montrent des réactions aux impulsions électromagnétiques. Le contrôle de l'esprit est-il possible? Besoin de sujet. Ma main tremblait en tournant les pages, réalisant que des expériences monstrueuses avaient jambé lieu dans ce monde sous-glaciaire oublié. Soudain, un craquement se fait entendre dans le couloir derrière nous. Nous nous sommes yeux figés et nous nous sommes regardés. Peut-être la structure s'était-elle affaissée? Ou quelqu'un marchait? L'idée que nous n'étions pas seuls dans cet endroit nous a fait paniquer. Mon ami militaire nous a fait signe d'éteindre les lumières. Nous sommes de plongés dans l'obscurité. Seules les faibles lueurs rouges des lampes de secours éclairent certaines pièces. Quelques longues secondes de silence. Puis, il y a eu un autre bruit de raclement, comme des griffes sur du métal, et un sifflement à peine audible. J'ai senti la chair de poule sur ma peau. Mon esprit hurlait « Courez maintenant !» Mais nous ne pouvions pas, car l'entrée restait loin derrière, et il était impossible de savoir ce qui se cachait dans l'obscurité. En essayant de ne pas faire de bruit, nous avons pris des torches, mis des appareils compacts de vision nocturne sur nos têtes, bien que ce ne soit pas sûr dans les couloirs étroits, et nous sommes de retourner à l'endroit où le bruit avait été entendu. Le couloir était vide, mais ils ont remarqué des empreintes de pas humides sur le sol qui ne semblaient en germe pas humaines. Elles se dirigeaient vers un autre compartiment, celui sur lequel le panneau indiquait « section médicale ». On aurait dit que quelqu'un ou quelque chose avait marché sur elle, laissant une étrange bave. Mon intime conviction que l'installation était abandonnée s'est effondrée. Rassemblant notre courage, nous avons suivi les traces de pas. Une peur glaciale s'emparait de nous. En chemin, nous sommes de passer devant des portes fermées, certaines verrouillées, d'autres entr'ouvertes, dégageant une odeur nauséabonde. J'ai entrevu l'une de ces salles. J'ai vu des rangées de fossés remplis d'un liquide jaune et trouble dans lequel flottaient des restes organiques méconnaissables. Au-dessus d'un fragment, on pouvait lire l'inscription suivante
partie d'un membre de la créature numéro 5. Tenaient-ils vraiment des extraterrestres vivants? Ou ce qu'il en reste? Les traces de pas menaient à une porte massive, derrière laquelle on entendait un léger bourdonnement, comme si un équipement y fonctionnait. Quelque chose fonctionnait donc encore dans ce secteur, des décennies plus tard. Peut-être les réacteurs autonomes qui avaient alimenté ce laboratoire pendant toutes ces années. Nous avons ouvert la porte et nous nous sommes retrouvés dans une vaste pièce qui était manifestement une sorte de salle d'opération. Au centre, il y avait des tables avec un système de support corporel et tout autour, des instruments, beaucoup de machines en métal exotique. Mais surtout, il y avait un générateur qui ronronnait faiblement. Il avait un aspect inhabituel, des tubes lamés transparents, avec une lueur qui circulait à l'intérieur. On aurait dit un mélange de technologie terrienne et de quelque chose d'autre. Peut-être avait-il intégré des fragments d'appareils extraterrestres dans la centrale électrique. Ma main a involontairement saisi mon appareil photo. Je voulais immortaliser cette folie pour la montrer au monde entier. Mais alors que le flash éclairait la pièce, une ombre s'est agitée dans le coin le plus éloigné. Nous nous sommes figés. La créature, légèrement accroupie, s'est tournée vers nous. J'aurais préféré oublier ce que j'ai vu, mais c'est resté à jamais gravé dans ma mémoire. Elle était presque humanoïde, mais la peau était grisâtre, les membres allongés et les yeux énormes, brillants. Et il y avait d'étranges excroissances sur tout son corps, comme des restes de plaques cybernétiques. Serait-ce le résultat d'une expérience ou un hybride d'humain et de la créature dont l'épave était entreposée ici? Mon archiviste sursaute, la créature émet soudain un sifflement et disparaît derrière les tables d'opération, se déplaçant à une vitesse inhumaine. Nous réalisons que nous avons été vus. Une lourde inquiétude plane dans l'air. Alors que nous nous précipitions vers la sortie, nous avons senti la créature apparaître dans notre vision périphérique, sautant par-dessus les tables et traversant les salles plus vite que nous ne pouvions le voir. Apparemment, elle connaissait bien ses couloirs. Je ne voulais pas découvrir à quel point elle était agressive, mais tout en moi me disait de partir. Mon ami soldat a sorti de son sac à dos une fusée éclairante et une roquette, ce que j'avais de mieux pour me défendre. Mais je me suis rendu compte que cela ne servirait pas à grand-chose contre l'hybride inconnu. Nous avons couru vers l'arrière, mais nous avons entendu derrière nous un cri strident, mélange de bruits d'animaux et de grincements de métal. On aurait dit qu'il essayait de nous intimider ou d'invoquer quelque chose d'autre. J'imaginais que d'autres créatures se cachaient dans les profondeurs de la base. Mes genoux tremblaient de terreur. En chemin, nous sommes tombés dans des salles où nous avons vu des preuves encore plus horribles, des piles d'os, des restes à moitié décomposés dans un coin. Nous avons réussi à repérer des écritures étranges sur les murs, projets d'intégration en profondeur, échantillons d'échos sombres. Ils testaient une technologie qui dépassait l'entendement. Ils ont probablement fusionné des humains et des parties d'autres formes de vie. Tout cela a été caché pendant des années sous la glace. Nous avons finalement atteint le couloir d'entrée et nous nous sommes précipités vers les escaliers. C'est alors que la créature est apparue derrière nous, libérant une sorte de rayon ou d'éclair brûlant. Je ne peux pas dire avec certitude ce qu'elle a utilisé. Il s'agit probablement d'un appareil extraterrestre. Une étincelle a jailli dans le passage, ma veste a failli prendre feu. J'ai entendu l'archiviste crier. Il s'agrippait à son bras brûlé. Mon ami militaire a tiré une roquette sur la créature, qui a hurlé et s'est replié dans l'ombre. Ils ont compris qu'ils ne pourraient pas jouer ainsi longtemps. Le bâtiment était partiellement effondré. Tout pouvait s'effondrer. Nous avons grimpé à l'échelle, et de la neige et de la glace sont tombées d'en haut. Enfin, nous avons sauté à la surface et refermé la trappe derrière nous. Nous l'avons donc remplie de pierres lourdes et de débris que nous avions trouvés autour de nous.
Nous savions au fond de nous que si la créature sortait, rien ne pourrait l'en empêcher. Mais à ce moment-là, nous ne pensions qu'à notre propre salut, ankylosés par la peur et le vent glacial. Une fois dehors, nous avons parcouru le kilomètre qui nous séparait de notre campement temporaire, planté notre tente et soigné les brûlures de l'archiviste. Il respirait bruyamment, les yeux brillants de terreur. Ils sont toujours là. Il délirait, disant qu'il entendait des pensées extraterrestres dans sa tête, comme si la créature était entrée dans sa conscience. J'ai mis cela sur le compte du choc, mais l'anxiété persistait. Nous sommes de rester là 2 jours de plus, attendant l'arrivée de l'hélicoptère, en gardant les yeux ouverts. La nuit, nous entendions le hurlement lointain du vent, qui me semblait parfois ressembler au crissement que nous avions entendu sous terre. Il semblait que l'étendue polaire glaciale cachait plus d'un terrible secret. Peut-être y a-t-il beaucoup d'autres passages sous la glace, et nous ne savons pas ce qui s'y cache. Lorsque les secours sont arrivés, nous avons quitté les lieux en toute hâte. Les explorateurs polaires secouaient la tête, surpris de nous voir si effrayés. Sur le chemin du retour, je me suis souvenu de tout ce que j'avais vu. Dans ma tête, je pouvais voir une image, un énorme complexe souterrain, construit par des forces inconnues, où les technologies soviétiques et américaines étaient mélangées, et le plus important, quelque chose d'extraterrestre, extrait de l'épave. Après tout, l'année 1947 était célèbre pour le crash d'OVNI, au sujet duquel des légendes circulaient, mais que les autorités niaient en bloc. Il s'est avéré que les restes pouvaient être utilisés. Je me suis souvenu de la figure hideuse aux yeux étincelants, du rugissement, de l'épave de l'engin, des étranges schémas qui parlaient de tentatives d'intégration d'engins extraterrestres dans des expériences humaines. La sensation était exaspérante. Il ne s'agissait pas de simple fiction tirée de livres bon marché, mais de faits que j'avais vus de mes propres yeux. De retour sur le continent, nous avons convenu de ne pas révéler les détails à nos connaissances. Peu de gens y croiraient, et c'était trop dangereux. Mais j'ai pris beaucoup de photos. J'ai copié certains des documents que j'avais réussi à récupérer, et j'ai commencé à travailler sur le matériel. Je voulais rendre l'affaire publique, mais personne ne me laissait faire. D'un autre côté, j'avais un atout. Un pirate informatique anonyme avait déjà publié certaines données satellitaires sur le Darknet. Je ne pouvais donc pas me contenter de disparaître dans le silence. J'ai contacté plusieurs blogueurs, indépendants, enthousiastes, pour qu'ils m'aident à préserver et à crypter les données. Mais plus j'essayais de progresser, plus j'avais l'impression que certaines entités me surveillaient. Ce n'est pas surprenant. Si la base existe vraiment, si des secrets extraterrestres y sont stockés, les personnes, à l'origine du projet, n'ont certainement pas l'intention de laisser filtrer l'information. Ce qui m'a frappé, cependant, c'est que dans de nombreux cercles où j'ai essayé d'aborder le sujet, il y a eu un silence sépulcral. C'était comme si tout le monde savait déjà qu'il ne fallait pas s'en mêler. J'ai alors repris la correspondance avec le hacker, Shadow of the Tundra. Après avoir pris connaissance de nos découvertes, n'a répondu que tristement. « You seem to have gotten too deep. Vous semblez être allé trop loin. » Puis, il a cessé de nous contacter. Soit il a été démasqué, soit il a lui-même touché le fond. J'ai commencé à craindre de subir le même sort. Pendant ce temps, la santé de notre archiviste se dégradait. Il se plaignait de maux de tête constants, faisait des cauchemars avec d'énormes yeux noirs et des chuchotements dans une langue incompréhensible. Parfois, il se réveillait en sueur froide, hurlant qu'il sentait la présence de l'esprit d'un autre. Il semblait que la blessure causée par la rencontre avec la créature avait laissé non seulement des brûlures sur sa chair, mais aussi une marque dans son esprit. Je craignais pour lui. Peut-être s'agissait-il d'un pur psychotraumatisme, ou peut-être de quelque chose de plus. Il marmonnait des propos incohérents. « Ils nous trouveront. Ils sont partout. » Au bout de quelques semaines,
j'ai compris que le silence était désastreux. J'ai commencé à rédiger un long rapport, en rassemblant des photos, des notes, des captures d'écran, et en ajoutant certaines des pages d'archives que j'avais réussi à photographier dans la chambre de stockage. J'allais le publier sur une ressource anonyme. Mais j'ai rencontré d'étranges défaillances sur Internet. Mes canaux de cryptage se brisaient, mes clés refusaient de fonctionner. Pour couronner le tout, j'ai reçu par la poste une lettre sans adresse de retour. Ne continuez pas, vous le regretterez. J'ai eu peur, sans aucun doute, mais je ne pouvais pas m'arrêter. En me rappelant l'atmosphère de la base abandonnée, ses couloirs froids, ces piles de conteneurs contenant des éclats de métal extraterrestres, j'ai réalisé que si tout cela était réel, cela signifiait qu'il existait quelque part des forces dotées d'une technologie dépassant l'entendement humain. Et il n'est pas certain qu'elles ne poursuivent pas leurs expériences dans d'autres coins de la planète. Peut-être qu'en Antarctique, il ne reste qu'une petite partie de l'héritage laissé après 1947. Et combien de complexes de ce type dans le monde. Mais je n'ai cessé de penser à la créature que nous avons vue. S'agit-il d'un hybride combinant la nature humaine et la nature extraterrestre, ou d'une créature totalement extraterrestre qui aurait réussi à s'adapter aux conditions de la Terre? Comment a-t-elle pu survivre sous la glace pendant tant de décennies? Et le plus inquiétant, c'est qu'il n'est pas le seul. S'ils s'échappent, comment les arrêter? Et ils ont peut-être des capacités que nous ne soupçonnons même pas. Au bout d'un moment, notre archiviste a fini par s'effondrer et on l'a emmené dans une clinique. Je lui ai rendu visite. Il gémissait en disant qu'il entendait un appel, comme un signal dans sa tête. Avant de mourir, il a sauté de son lit et s'est mis à convulser, hurlant des phrases saccadées dans une langue étrange. Ce spectacle m'a donné des frissons. J'ai vu les médecins essayer de le maîtriser et j'ai senti qu'il n'était plus humain, comme si une essence étrangère parlait en lui. Finalement, il était mort dans des circonstances mystérieuses. Son cœur s'est arrêté. L'autopsie n'a pas été concluante. Les médecins se sont contentés de lever les bras au ciel. J'étais dévasté. J'avais perdu un ami qui m'avait accompagné dans cet enfer sous glaciaire. Savait-il quelque chose qui le brûlait de l'intérieur? Après avoir enterré mon camarade, j'ai décidé que garder le silence serait trahir sa mémoire. J'ai sorti tous les documents qui avaient survécu et, prenant un risque, j'ai commencé à rédiger un article détaillé. Mais je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas faire confiance aux médias habituels. Soit ils riraient, soit ils se tairaient. J'ai envoyé une partie du matériel à un réseau de recherche clandestin où les gens publient habituellement des fuites. Mon rapport a commencé à y faire son chemin, et certaines personnes, en particulier celles qui recherchent la vérité, ont cru aux faits. Mais il y avait aussi des sceptiques qui parlaient de mise en scène. La chose la plus intéressante a commencé après que quelqu'un a posté les images satellites et les cartes thermiques correspondantes que le pirate avait fournies. Les gens ont commencé à parler de plus en plus fort de la base. Certains utilisateurs ont toutefois écrit qu'ils n'avaient jamais de rien vu de suspect dans la région. Mais beaucoup de gens étaient intéressés. Les rumeurs ont donc repris de plus belle, entraînant avec elles une série de décès. Les personnes qui ont essayé de vérifier les coordonnées ont été retrouvées gelées ou portées disparues. Des témoins oculaires m'ont écrit que des hélicoptères banalisés avaient été aperçus dans la zone où nous avons trouvé la trappe. Quelqu'un s'est donc rendu compte qu'il y avait eu une brèche dans l'installation et a essayé d'en reprendre le contrôle. On me poursuivait, on cassait mon ordinateur, on piratait mon courrier électronique, on essayait de me piéger. Mais je me suis entêté, estimant que c'était mon devoir. Plus je creusais le sujet, plus des faits horribles faisaient des surfaces. J'ai trouvé des notes étranges dans de vieux journaux datant de 1952 sur des opérations classifiées dans les hautes latitudes.
j'ai découvert des rapports sur des marins disparus qui transportaient une cargaison mystérieuse. Tout indique qu'après le crash de l'OVNI en 1947, une puissance supérieure a installé un laboratoire colossal sous l'Antarctique, où elle a mélangé science et héritage extraterrestre dans une sombre synthèse. Des expériences ont peut-être été menées sur des êtres capturés, sur des volontaires ou des prisonniers. Qui sait? Il est clair que la morale n'y régnait pas. Je faisais des cauchemars toutes les nuits. Il semblait que dans le silence, lorsque je m'endormais, les mêmes sifflements et grincements provenant des couloirs souterrains résonnaient dans ma tête. J'ai rêvé que je voyais une ombre énorme, avec des yeux immenses, qui pénétrait dans ma conscience, chuchotant dans une langue inconnue. J'ai erré dans mon sommeil, dans les couloirs où ces appareils ronronnaient, j'ai entendu des cris humains au loin. Parfois, je me réveillais avec la sensation que mon corps brûlait de l'intérieur, comme si quelqu'un menait une expérience sur moi. Est-ce réel ou est-ce le résultat du stress? Je n'en sais rien, mais ces visions m'empêchaient de dormir. Ayant suffisamment souffert, j'ai décidé un jour qu'il était nécessaire de disparaître, de quitter pendant un certain temps le champ de vision des services spéciaux et du public, afin qu'ils ne m'enlèvent pas rapidement. Mais avant cela, j'ai donné tout le matériel à un couple d'amis qui avaient accès au Darknet, que cela se répande. En conséquence, une vague de nouveaux articles a déferlé sur le réseau. 18 traces de technologie extraterrestre ont été trouvées sous la glace de l'Antarctique. Un ex-marin affirme avoir vu une base. Une fièvre de chaînes conspirationnistes s'installe. Certains se moquent, d'autres croient. Mais de plus en plus souvent, des experts apporteront des preuves. Les images confirmaient les anomalies thermiques. Je me suis alors rendu compte que je n'étais pas le seul à être sur le point de faire une découverte. Hélas, tout d'un coup, ces sujets ont de nouveau été chassés. Des canaux ont été bloqués, les auteurs ont été effrayés et certains ont eu des ennuis. Et toutes sortes de fonctionnaires ont commencé à faire des déclarations publiques selon lesquelles il n'y a pas de base, ce sont des jeux d'ombre et de lumière, des faux. Je me suis alors rendu compte que les anciens mécanismes fonctionnaient toujours et qu'ils embrouillaient les gens. Et si nous nous rappelons que nous avons vu une créature vivante errer dans les compartiments abandonnés, cela devient tout à fait effrayant. Apparemment, les autorités veulent continuer à faire des expériences. Et où était la garantie qu'elles n'utiliseront pas ce pouvoir contre l'humanité? Quelques mois après le début de l'expédition, mon groupe s'est disloqué. L'archiviste est mort. L'ami militaire s'est apparemment senti menacé par la famille et parti dans une direction inconnue, a coupé le téléphone. Le géologue s'est tombé dans une profonde dépression, comme s'il n'arrivait pas à digérer ce qu'il avait vu. Je suis resté seul, caressant l'espoir que la vérité éclaterait d'une manière ou d'une autre. Mais chaque matin, je me réveille en pensant qu'il pourrait bien me retrouver. Accusé de quoi? Peu importe. Bientôt, j'ai reçu une lettre anonyme par la poste. Il n'y avait que 2 phrases sur la feuille. « Nous savons que vous rêvez. Ne vous en mêlez pas. » Il était clair que quelqu'un m'observait. Malgré cela, je suis allé jusqu'au bout et j'ai préparé la version finale du dossier. J'ai décrit tout ce que j'ai vu. J'ai joint des photos des créatures, des fragments de métal extraterrestres, des schémas de dispositifs énergétiques. J'ai même ajouté l'histoire de l'archive et de sa tragédie. Je l'ai envoyé à une 12aine d'endroits différents et j'ai attendu le résultat. Il n'y a pas eu d'effet d'annonce. Peut-être que tout a été rapidement étranglé. Mais certains articles ont tout de même été publiés sur des sites alternatifs. Dans les commentaires, des personnes ont écrit qu'elles se doutaient depuis longtemps d'une telle chose. D'autres se sont écriés « L'auteur a été inventé ». Mais certains ont apparemment réalisé que c'était terriblement réel. Ceux qui ont vu les images ont déclaré « Oui,
il y a de grands volumes sous la glace où la chaleur artificielle est clairement présente. Nous avons vérifié. Mais personne n'a officiellement exploré. Quelques solitaires ont tenté de s'y rendre, mais ils ont été bloqués. L'Antarctique a été fermée par une multitude d'accords internationaux, et les rares qui ont osé se sont perdus sans laisser de traces. Dans le domaine de l'information, tout a été noyé dans un flot de nouvelles qui ont épuisé l'attention. C'est peut-être ainsi que c'est conçu, mais je me suis rendu compte que nous n'avions découvert qu'un coin d'un monstrueux mystère. Un mystère qui remonte à 1947, voire plus tôt. Le vide sous-marin de l'Antarctique contient non seulement l'épave d'un vaisseau extraterrestre, mais aussi les résultats d'expériences qui violent toutes les lois morales. Les humains ont apparemment quitté la base, mais ont laissé derrière eux des hybrides qui sont miraculeusement restés en vie. Ou, ce qui est encore plus effrayant, peut-être que certains membres du personnel sont toujours là, à maintenir les fonctions. Qui sait, car nous pouvions entendre le bourdonnement invisible de machines, et de faibles lumières étaient allumées dans certaines pièces. Cela signifie que le système est vivant, qu'il fonctionne, et que nous ne savons pas qui est derrière tout cela. Parfois, la nuit, je crois que j'entends à nouveau ce grincement, et dans mes rêves, je vois le visage d'un pseudo-humain aux yeux immenses qui me regarde en murmurant l'inévitable. La peur s'est installée au plus profond de mon âme. Mais il n'y a pas le choix, la vérité a déjà éclaté, même s'ils essaient de l'enterrer à nouveau sous des tonnes de mensonges. Récemment, une lettre m'était parvenue avec un étrange capteur à l'intérieur, un petit appareil de 6 volts sans note d'accompagnement. Je ne sais pas ce qu'il signifie, peut-être un avertissement ou un signal de repérage. Je l'ai immédiatement jeté. Je suis sûr que ceux qui contrôlent la base ne veulent pas être détectés. Leurs armes sont longues et leurs méthodes inhumaines. J'ai appris dans les archives qu'ils peuvent influencer de manière invisible. Cela fait des mois. Chaque jour, j'attends que quelqu'un ait trouvé des faits plus convaincants. Mais ce n'est pas le cas. Les informations sur les anomalies de thermique ne circulent que dans des cercles restreints. Peut-être que les gens ont peur, peut-être qu'ils sont réduits au silence. Mais ce que je sais, c'est qu'il existe un immense complexe sous le bouclier froid de l'Antarctique, où se cachent des technologies et des créatures qui n'appartiennent pas à notre planète. Et si ces forces échappent à tout contrôle, c'est toute l'humanité qui tremblera. Parfois, je me demande si elles sont là depuis longtemps, et si nous ne remarquons pas que le monde est en train de changer. Comment des fils invisibles s'étirent des profondeurs polaires jusqu'au couloir du pouvoir. C'est peut-être pour cela que les événements les plus paradoxaux de la politique et de la science trouvent leur explication. C'est trop sinistre pour s'en rendre compte. Je ne sais pas comment cela finira. Peut-être que le jour viendra où la glace glaciale de l'Antarctique se soulèvera et que quelque chose sortira des tunnels noirs qui mettra l'humanité à genoux. Ou alors, il y a des progrès tranquilles, guidés par un groupe qui rêve de pouvoir. Il est effrayant de voir qu'ils ont la capacité d'utiliser la technologie extraterrestre pour contrôler nos esprits. Comment ces êtres affectent les pensées, laissant un écho mortel dans la tête des gens. En attendant, je poursuis ma vie, mais avec le sentiment constant d'être surveillé. La ville où je vis est loin de l'Antarctique, mais la nuit, comme dans un rêve, j'entends des bruits de raclement et je vois de longs couloirs sous la glace où une faible lampe brûle, au-dessus d'étranges tables sur lesquelles gisent des corps humains et moins humains. Parfois, il me semble qu'il y a un plan sur les murs, des flèches qui indiquent la sortie. Mais est-ce vraiment la sortie? Et où était la créature que nous avons rencontrée en marchant? Peut-être est-elle déjà sortie et se fraye-t-elle un chemin dans l'ombre, s'adaptant parmi nous, avec ses yeux inhumains et ses horribles excroissances sur le corps. Mais ce n'est qu'une histoire. J'ai déjà donné ce que je pouvais au public.
Le hacker a disparu. Mes associés sont soit partis, soit morts. La base sous l'Antarctique est probablement encore en vie. Peut-être que dans 1 an ou 2, quelqu'un d'autre trouvera la trappe et descendra dans ce labyrinthe. Je vous préviens, il y a une force tapie sous la glace, protégée par le permafrost, qui peut effacer notre logique. Nous avons rencontré des débris d'un monde extraterrestre et les avons mélangés à la cupidité humaine. C'est une symbiose mortelle. Et tout ce qui reste, c'est la peur, le froid et une ombre hideuse qui se faufile dans les passages de l'ancienne base secrète des années 1940. Les anomalies de thermique ne sont que le reflet de l'énergie encore présente à l'intérieur. Aucune image satellite ne peut traduire l'horreur dans vos yeux lorsque vous réalisez qu'il ne s'agit pas d'un simple laboratoire. Il s'agit d'un abîme ou de sombres secrets et quelque chose qui nous est étranger mais qui s'est réveillé, sont gardés en silence.